Bonjour à toutes et à tous sur Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'Enfance dédié au métier de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Dorian, qui est permanent lieu de vie au sein de la MAF, la maison d'accueil familiale parisienne de droits d'enfance. Bonjour Dorian. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ta mission en tant que permanent lieu de vie, en quoi ça consiste, parce que la maison d'accueil familiale, c'est un modèle qu'a développé Droits d'Enfance qui est un petit peu particulier, dont tu pourras aussi nous parler, ce qui implique aussi que ton rôle au sein de celle-ci, en tant que permanent lieu de vie, est un peu différente, par exemple, de celle d'un éducateur ou d'un assistant familial, puisqu'en fait, en réalité, elle se situe un peu entre les deux. Mais tu pourras nous dire ça de façon plus précise. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? À la base, j'ai fait une formation de sciences et vie de la Terre. J'ai fait une licence de sciences et vie de la Terre à l'université il y a quelques années. Et après, j'avais décidé de faire un peu une année de césure pour m'engager. J'ai découvert le social à ce moment-là. J'ai fait un service civique au Secours populaire de Paris sur les questions d'accès au sport, à la culture, au loisir. Donc j'ai découvert le social à ce moment-là, l'engagement, et je suis jamais parti. Donc j'y suis resté. J'ai travaillé derrière au Secours populaire. Après, j'ai fait un premier master d'éducation populaire. J'ai eu l'opportunité d'entrer à Sciences Po sur toutes les questions de politique sociale. J'ai fait ce master. Et derrière, j'ai souhaité me réengager un petit peu dans le bénévolat et dans l'humanitaire avant de travailler. Et je voulais profiter du fait que j'avais pas d'enfant, j'avais encore des conditions de vie assez libres. Donc je me suis engagé dans l'humanitaire pendant 1 an et demi. J'ai été engagé notamment à la frontière nord par rapport aux personnes qui essaient d'aller en Angleterre, donc avec Utopia 56, au refuge solidaire à Briançon par rapport aux personnes qui viennent en France depuis les Alpes. J'ai fait aussi beaucoup de colos en protection de l'enfance à ce moment-là, à peu près à chaque vacances, avec un organisme qui s'appelle le JDCIM. Et du coup, à l'issue de cette période-là, je voulais me réinstaller et je voulais en particulier m'engager dans la protection de l'enfance. Parce que les colos en protection de l'enfance, c'est quelque chose qui m'avait touché, où j'ai trouvé du sens et je m'y retrouvais moi-même. Donc je voulais me réengager sur ces questions-là. Alors, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les jeunes avant dans l'animation, donc dans un centre social, sur un stage, au Secours populaire, sur beaucoup de sorties, sur les questions d'accès au sport, au loisir, aux cultures. C'était beaucoup pour des familles, beaucoup pour des enfants. Donc j'avais en particulier envie de me réengager auprès des enfants et plus particulièrement en protection de l'enfance avec mes colos, notamment sur la question du quotidien. Sur les colos, j'adorais les animations, les sorties le matin, l'après-midi, mais ce qui me plaisait, je crois, encore plus, c'était un peu tous les moments un peu informels avec les jeunes, sur les repas du midi, sur le petit déjeuner, les couchers où on allait raconter des histoires, sur toutes les petites discussions dans la voiture pour aller aux activités, entre deux animations. C'était tous ces petits moments-là de la vie quotidienne qui me plaisaient beaucoup. Le moment où, pendant que certains jeunes prenaient les douches, nous on mettait la musique dans la chambre pour chanter ou danser ou raconter des histoires. Enfin, c'était un peu tous ces moments-là que j'avais envie de retrouver. Et c'est notamment pour ça que j'ai voulu rejoindre le poste que j'ai maintenant à la MAF. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, cette mission de permanent lieu de vie, et de façon plus globale aussi, en quoi consiste le modèle de la MAF ? À la MAF, on est 4 permanents lieu de vie, 4 professionnels et 2 en permanence. Donc on va avoir des roulements pour avoir toujours de professionnels le matin avant que les enfants partent à l'école et le soir quand les enfants reviennent de l'école. Si je peux faire une semaine type du permanent lieu de vie, donc le matin on réveille les enfants, on est là pour les accompagner dans le fait de s'habiller. Après les enfants qui sont plus grands, qui sont plus autonomes le font tout seuls, mais donc nous on accompagne les plus jeunes. La plus petite a 5 ans en ce moment, donc on l'accompagne un peu encore sur le fait de s'habiller. Après le petit déjeuner, le brossage de dents, s'assurer que les enfants ont bien pris le goûter quand ils vont à l'étude le soir. Voilà, après on les accompagne à l'école. Et donc toute la journée les enfants sont à l'école. Et nous, l'idée c'est qu'on va faire à peu près toutes les tâches ménagères pour que quand les enfants rentrent à 16h30, tout soit prêt, qu'on soit entièrement dédié à l'aide aux devoirs, au goûter, au travail pédagogique, aux activités, aux jeux, enfin, bref. Donc la journée, on va préparer les repas, faire le linge, plier le linge, le ranger, faire un peu de ménage si besoin, aller faire les courses. Parfois, les enfants, du coup, la journée, ont des rendez-vous, des visites médiatisées, ou alors des rendez-vous avec l'ophtalmo, l'orthophoniste, etc. Donc là, on va chercher les enfants à l'école, on les emmène au rendez-vous, on les ramène. Mais on fait tout le reste, un peu toutes les tâches ménagères, pour que quand les enfants reviennent à 16h30 ou 18h, pour ceux qui vont à l'étude, tout soit prêt. Donc quand on va les chercher, on revient, on fait le goûter, l'aide aux devoirs, des jeux. À 18h, du coup, on va chercher ceux qui sont à l'étude. On joue encore après jusqu'à 19h. 19h, le repas pour le premier service. Donc on fait les repas en 2 services. Il y a 6 jeunes qui ont entre 5 et 10 ans.
Et pour que ce soit un peu plus calme, on fait un service avec les 4 filles qui sont plus jeunes et un deuxième service à peu près vers 19h45 avec les 2 garçons. Donc il y a un professionnel qui mange avec les filles et qui après va les accompagner vers le brossage de dents et les histoires avant d'aller dormir. Et le deuxième professionnel qui joue avec les enfants, avec les 2 grands, pendant le repas des filles. Donc souvent on va jouer aux échecs, en ce moment on fait beaucoup ça. Puis après on mange et après on remonte, on rejoue un petit peu aux échecs, raconte des histoires. En ce moment les 2 garçons sont beaucoup sur des podcasts d'histoire. Donc hier c'était Napoléon, avant-hier c'était Clovis. Voilà. Et après ils vont se coucher. Et donc nous on finit un petit peu de refaire un peu de ménage dans la salle, la cuisine, repréparer le petit-déj du lendemain, faire les récaps de la journée, ce qui s'est passé, les transmissions pour l'équipe le lendemain. Et ensuite, on peut aller se coucher. Et donc, on est d'astreinte la nuit. Donc là, cette nuit, j'ai été réveillé 3 fois. Et une fille qui est malade, qui est venue me voir, une petite qui a fait un cauchemar vers 6h du matin. Ouais, donc là, on est là pour les enfants la nuit. Après, c'est assez rare qu'ils nous réveillent, je le trouve quand même. Sur les permanences que j'ai eues pour l'instant, la plupart du temps, on dort assez bien la nuit. On a le temps de dormir quand même. Et du coup, il y a une personne qui vient le matin et qui est là toute la semaine le matin, une personne qui est là toute la semaine le soir. C'est pas le même professionnel. Et un professionnel qui est là le week-end. Enfin, un le samedi, un le dimanche. Pour les personnes qui nous écoutent, il faut bien comprendre que donc la maison d'accueil familial, l'idée c'était vraiment de recréer dans le cadre d'une institution où il y aurait un placement collectif, mais de recréer le cadre d'un placement familial. Et donc vous êtes un petit peu à la frontière entre l'assistant familial, l'éducateur spécialisé, le maître de maison. Il y a un peu toutes ces missions qui se conjuguent au sein de ce rôle. Toi, qu'est-ce que tu y trouves dans ton épanouissement professionnel? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que tu es arrivé ici. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que tu as mis du temps à prendre tes marques? Est-ce que ce rythme de vie un peu particulier, ça ajoute aussi éventuellement un nouveau rapport à ton travail, à ta mission? En termes de prise de poste, j'ai l'impression que ça allait assez vite. En tout cas, je me suis assez vite senti à l'aise dans l'environnement de travail, dans les missions, dans ce que je dois réaliser. Après, le lien avec les jeunes est venu assez vite avec certains. Ça a mis un peu plus de temps avec d'autres pour se trouver. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec les 6 jeunes. Mais le fait qu'on ait toute cette dimension quotidienne, quand on est là pendant une semaine, on est là tout le temps pendant une semaine. Et je trouve que du coup, ça aide beaucoup à créer un lien quand même, un lien un peu privilégié avec les jeunes. Surtout qu'on a des moments dans la journée où on va être seul avec un jeune quand on l'amène à un rendez-vous. On a tout le trajet, on a 3/4 d'heure, 1 heure pour discuter de la journée à l'école, de comment s'est passé le week-end, quand les enfants étaient le week-end chez leurs parents, chez leur papa ou chez leur maman. Donc on a tous ces moments un peu privilégiés du quotidien qui font que on crée quand même quelque chose d'assez fort, je trouve, assez vite. Après, moi, sur la vie personnelle à côté, on finit par se trouver. Mine de rien, on a quand même 1 semaine de repos par mois. Donc on a tout le temps de pouvoir vivre à côté. Quand on travaille le matin, on a quand même nos soirées. Et quand on travaille le soir, on finit vers 21h30. Donc on a encore nos soirées derrière quand on se couche pas trop tôt. Ce qui est mon cas, donc j'ai quand même vraiment le temps de vivre à côté. Et la semaine de permanence où on rentre pas chez nous pendant 1 semaine et on est à la MAF non-stop, on finit un peu coupé du monde pour le coup. Mais on est tellement pris par le quotidien et le lien avec les jeunes qu'en fait, moi je trouve que la semaine passe très vite. Peut-être juste le week-end est vraiment fatigant parce qu'en fait on est non-stop avec les jeunes. Et en termes de fatigue, pas physique, mais juste en termes d'énergie nerveuse, ça prend quand même beaucoup. Et puis le fait qu'on ait été coupé depuis 5 jours de tous nos proches, d'un peu nos habitudes, de notre chez nous. Je trouve que c'est ça qui fatigue un peu plus sur les 2 derniers jours. Mais la semaine passe quand même très vite et on la voit, vraiment on la voit pas passer, on s'éclate. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été davantage attiré par cette mission de permanent lieu de vie qu'une mission d'éducateur spécialisé, par exemple? Je pense que dans la fiche de poste et la MAF, ce qui m'intéressait, c'était la dimension vraiment quotidienne, d'être à la fois sur un travail pédagogique, éducatif d'éduc, et en même temps sur le côté vraiment quotidien, on les emmène à l'école, il y a les histoires le soir, il y a les douches, il y a tout ça. Je pense que c'est ça qui m'a le plus attiré, ce qui m'avait le plus plu en colo, cette dimension quotidienne. Le modèle de la MAF a notamment été pensé pour accueillir spécifiquement des fratries, toujours dans cette idée de recréer une cellule qui ressemblerait à une cellule familiale. Là, il y a 2 fratries qui sont accueillies actuellement. Mais donc maintenant on a 2 fratries plus un jeune. Et c'est ça qui me plaisait aussi beaucoup. C'était le côté un peu maison familiale avec un cadre, je trouve qui peut être plus souple, de pouvoir avoir cette maison que les enfants s'approprient de plus en plus avec leurs chambres où donc c'est des sœurs
qui sont ensemble. On a une fratrie, 2 sœurs qui sont ensemble dans une chambre, 2 autres sœurs qui sont dans l'autre, et les 2 garçons qui sont pas frères, mais qui sont dans la chambre tout en haut, peuvent s'approprier l'espace, leur chambre petit à petit. Donc ils ont fait des peintures, là ils sont en train de refaire leurs portes, mettre leur nom, de pouvoir vraiment aménager l'espace. Là on est en train de réfléchir dans le salon pour essayer de le rendre un peu plus convivial, mais de pouvoir vraiment travailler petit à petit avec les jeunes pour rendre cet espace le plus convivial et familial possible aussi, de pouvoir avoir leur chambre avec leurs jouets, leurs habits, donc maintenant leur peinture, leur déco, et de pouvoir avoir une vie et une organisation un peu plus souple, peut-être que dans des foyers avec plus de jeunes. Là régulièrement, même si on a des horaires quand même assez un peu stricts quand même pour les repas, pour respecter le nombre d'heures de sommeil et les besoins des enfants, on est quand même régulièrement des moments où les jeunes peuvent demander à s'écarter un peu du cadre. Et on peut laisser. Hier, on avait prévu un repas. Il y a un des jeunes qui dit je veux cuisiner à côté, est-ce que je peux? Et il n'y a pas de souci, il pouvait cuisiner. Il a fait son repas. Donc le fait de pouvoir assouplir un peu le cadre pour avoir quelque chose d'un peu plus léger avec les enfants, c'est ça aussi qui un peu m'a attiré et qui me plaît beaucoup au quotidien. Les enfants puissent vivre des moments un peu plus légers, potentiellement que dans des foyers où il y a beaucoup plus de jeunes, donc mécaniquement on est obligé de tenir un cadre un peu plus strict sur les horaires parce qu'on peut pas s'adapter. Là on a aussi beaucoup de professionnels, on est 2 professionnels pour 6 jeunes, quand tous les jeunes sont là, mais régulièrement, parce qu'il y a l'étude, parce que les week-ends il y a une fratrie ou 2 qui vont chez leur mère, ou chez leur père. On se retrouve parfois à 2 et du coup pour 4. Donc vraiment là on peut faire quelque chose de très quali et de vraiment demander aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui. Quand il y a 10 demandes différentes parce qu'il y a 10 jeunes, on ne peut pas respecter toutes les demandes. Là on a 2 jeunes qui nous demandent quelque chose. On peut faire la demande de l'un puis après la demande de l'autre. Le fait de pouvoir assouplir, créer des moments très légers, c'est ça qui me plaît beaucoup, de faire toutes nos soirées films où on choisit ensemble le film, on cuisine ensemble et après on se pose dans le canapé et on mange dans le canapé en regardant le film le vendredi ou le samedi soir. Enfin voilà, créer tous ces moments un peu de légèreté pour des jeunes qui vivent des choses difficiles, qui ont un passé difficile. Et justement, comment les enfants qu'on accueille à la MAF vivent le fait de se retrouver dans cette maison? Comment ils se l'approprient? On a un peu parlé avec les murs, etc. Pour que les gens puissent imaginer. Il s'agit vraiment d'une maison, quand même on est à Paris, donc il y a un petit jardin. C'est une maison où, en plus, il n'y a même pas vraiment d'espace de travail défini pour les professionnels. C'est-à-dire que vous avez une chambre et il y a un petit bureau dans lequel on enregistre, mais en fait qui est même pas un bureau qui est vraiment organisé comme un bureau, c'est-à-dire que c'est plus un espace où on peut s'isoler pour passer les appels, etc. Et du coup, l'idée, il y a une petite fille qui m'a fait visiter la maison, l'idée c'est vraiment de les associer aussi à tous les moments de vie de la maison, que ce soit les repas, etc. Et comment ça se passe, ça justement? Comment ça participe aussi, d'une certaine façon, à un travail éducatif, de les associer à ces moments-là? Maintenant, c'est de les responsabiliser un maximum, de les autonomiser un maximum. Donc, à participer à mettre la table, toutes les tâches ménagères. Petit à petit, on les amène à entrer là-dedans. Donc, les plus jeunes, on va moins en demander. Et puis, aux plus grands, on va en demander un peu plus. Que ce soit pour le linge, ne serait-ce que une fois qu'on a plié le linge, que ce soit eux qui montent les corbières avec les vêtements pliés pour les ranger dans leur tiroir, mettre la table avec un planning pour mettre la table. Quand on débarrasse, on nettoie derrière aussi. Chacun nettoie sa table, mais dans le lave-vaisselle et pas juste dans l'évier. Voilà, on essaye d'autonomiser, de responsabiliser les jeunes dans cette dynamique. Et dans l'appropriation de l'espace aussi, on essaie de se concerter avec eux pour leur chambre, pour les couloirs. Là, il y a aussi un projet de peinture dans les couloirs avec une de mes collègues qui va peindre des plantes, des fleurs avec les visages de chaque enfant sur les murs, et puis les professionnels aussi les mettre ensemble, bien sûr une seule photo réunie dans une fleur. Mais donc ça, c'est concerté et c'est fait avec les jeunes. Toute la peinture, elle va être faite encore une fois sur des moments un peu privilégiés, où ce sera pendant les vacances, où les jeunes seront au centre de loisirs, sauf un ou une par jour qui pourra du coup passer une journée entière avec un professionnel pour faire de la peinture. Nous sommes d'avoir un peu des moments privilégiés aussi. Et puis les jeunes le disent qu'ils veulent plus bouger. Plusieurs jeunes ont connu d'autres foyers avant. Et là, ils ont trouvé un espace où ils peuvent se poser à leur chambre, leur espace avec leurs frères ou leurs sœurs, d'être réunis aussi et de vivre beaucoup de moments réunis, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les foyers. Avec des foyers où il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de tranches d'âge différentes et du coup ils mangent pas ensemble, ils dorment pas dans le même espace, ils sont dans des grands dortoirs. Là les filles notamment ont leur espace avec leurs sœurs et elles passent, on le voit, de plus en plus de temps dans leur chambre aussi. Quand elles sont arrivées, les chambres c'était des murs blancs, il y avait un lit, c'est tout. Là maintenant au fur et à mesure des anniversaires, là bientôt il y a Noël qui arrive et puis des jeux qu'on achète aussi, les filles et les garçons ont de plus en plus de jeux et on puisse s'approprier l'espace, faire de la peinture. Et donc maintenant, surtout les filles, passent énormément de temps dans leur chambre à jouer, à créer des histoires,
à jouer avec les poupées, à lire ou à simplement rester à discuter dans leur chambre. Enfin, elles sont heureuses d'y passer du temps, alors qu'avant, moi je l'ai moins connu, je suis arrivé il y a 2 mois, mais il y a 6 mois partir, elles n'étaient jamais dans leur chambre. Et puis le fait d'avoir vraiment tous ces moments entre frères et sœurs, que ce soit des repas ou des jeux la journée, vraiment à 2 foyers. D'avoir cette notion aussi de on n'a pas cassé les fratries, ils peuvent rester ensemble et avoir ces moments de vie ensemble. Comment se passent du coup les relations avec les parents de ces enfants? Est-ce que des fois les parents viennent les voir ici? Est-ce que les visites médiatisées se font ailleurs? Alors tous les parents ont pu voir la maison, mais sans les enfants. Bon, les enfants étaient à l'école, donc là le dernier papa qui n'avait pas encore visité la MAF est venu il y a 3 semaines je crois pour visiter. Sinon les visites médiatisées ont toutes lieu soit à la ZEU, soit à l'espace Un bout de chemin qui est l'association dans le 19e qui permet les visites médiatisées. Et ensuite, il y a les appels. Les appels, selon les parents, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Et donc, il y a ces échanges, ces appels qui sont hebdomadaires et qui se font du coup dans le bureau. Donc, certains appels qui peuvent être un peu plus difficiles ou éprouvants émotionnellement se font avec le psychologue. Parce qu'on a un psychologue à la MAF qui est là tous les mardis après-midi, jeudi après-midi, qui permet d'avoir les temps cliniques où nous, on va discuter des situations qui nous posent un peu problème avec lui pour qu'il puisse venir étayer nos pratiques et apporter un éclairage un peu psy au comportement des enfants, à nos pratiques et comment nous on pourrait enrichir nos pratiques. Il y a aussi un conseil des jeunes tous les mardis, aussi dans l'idée d'impliquer les jeunes dans le projet et dans la vie de la maison. Donc c'est un conseil qui dure à peu près une demi-heure, où d'abord il y a un retour sur toutes les questions de la semaine d'après ou les points qui étaient restés sans réponse. Et ensuite, nous, on fait un temps de descente un peu d'informations sur les moments qui arrivent. Donc, comment vont se passer par exemple les vacances, avec les leçons de loisirs, les activités qui auront lieu le week-end, etc. Et ensuite, il y a un temps de discussion. Donc, les enfants peuvent poser absolument toutes les questions qu'ils veulent. On leur demande juste de ne pas avoir des questions personnelles. Ça doit vraiment être des questions qui attrait à la vie du lieu et à la dimension collective. Et après on en discute. Si on peut répondre directement, on répond directement. Des fois on leur dit là on n'a pas la réponse, il faut qu'on en discute en réunion d'équipe. On en discute le jeudi en réunion d'équipe et le mardi on leur répond, le mardi suivant. Et le jeudi du coup on a la réunion d'équipe et donc le psychologue est présent aussi pour animer un éclairage psy aussi sur nos situations. Voilà. Et donc certains appels médiatisés avec les parents se font avec la chef de service ou avec le psy, beaucoup plus le psy parce que ça peut être un peu touchy. Et ça, nous, on le fait aussi avec les jeunes après les appels, un peu débriefer, voir comment le jeune se sent avant de retourner dans le groupe. Est-ce que tu as l'impression, puisque c'est des jeunes qui ont connu d'autres lieux de placement, est-ce que tu as l'impression qu'au sein de la MAF, en tant qu'enfants qui habitent ici, ils se sentent moins marginalisés, notamment à l'école par exemple, que dans d'autres lieux de placement où ils pouvaient se trouver avant? À la question de comment on présente la MAF, c'est une question qui travaille les jeunes aussi. À l'école, des fois à la sortie, d'autres enfants ont demandé à nos jeunes c'est qui vient te chercher. Par exemple, on a des jeunes qui sont racisés, qui sont noirs, et c'est une personne blanche qui vient les chercher. On voit que c'est pas le papa ou la maman, mais c'est qui. C'est un travail qui a été fait récemment, d'en discuter avec les jeunes de vous, comment vous présentez, comment vous voulez que ça se passe. Donc il y a des jeunes qui vont dire, quand c'est ma collègue qui est d'origine congolaise, ils vont dire c'est ma tata ou c'est une amie de ma mère. Et pour d'autres, ils vont dire c'est juste quelqu'un qui vient me chercher, ou ils vont répondre à côté pour détourner la conversation. D'autres jeunes répondent plus frontalement je suis dans un foyer. Et hier encore, il y avait une jeune qui elle marchait avec ses copines pour revenir à la maison, et en passant devant la petite ruelle, elle disait regardez, là c'est ma maison, c'est la deuxième à droite. Elle en parle comme d'une maison, pas comme d'un foyer. Elle parlait du jardin, elle parlait de sa chambre en marchant avec ses copines. Moi je pense qu'elles sont beaucoup moins marginalisées parce qu'elles ont un cadre plus normatif et dans un foyer, et puis aussi elles sont les seuls jeunes placés dans leur classe à chaque fois. Ils ont autour d'eux des jeunes qui connaissent pas la même réalité, qui sont chez leurs parents, qui sont pas placés en foyer, pour qui c'est complètement étranger la situation que vivent les jeunes placés à la MAF. Donc c'est peut-être aussi beaucoup plus facile de détourner et de pas avoir à aborder et de dire je suis dans une maison. Voilà. Et selon toi, est-ce que le modèle de la MAF, c'est un modèle qui aurait vocation à être dupliqué ou étendu? Moi je pense qu'on devrait aller vers davantage de MAF. Ça donne un cadre de vie plus familial, plus léger. Je trouve vraiment qu'on peut, en tout cas dans le fonctionnement actuel de notre MAF, avec le nombre de professionnels qu'on est, on peut aller vraiment sur des moments où on laisse de l'espace, on laisse de l'autonomie, on peut responsabiliser les jeunes, ils peuvent s'approprier l'espace et ils peuvent vivre dans un cadre plus léger. Mais par contre, ça peut pas s'appliquer à tous les profils, en effet.
Il y a des jeunes qui ont besoin d'encore plus de présence, comme dans des microstructures, et nous, on peut pas avoir... on n'est pas assez d'éducateurs pour permettre cela. Mais en tout cas, pour les fratries, oui, ça a un avantage de ne pas casser les fratries, d'avoir une fratrie où ils vont grandir ensemble, soit dans la même chambre et pas dans un dortoir avec des jeunes qui ne connaissent pas. Aller chez les week-ends, les week-ends chez leur famille, le vivre encore ensemble, enfin, vraiment pouvoir grandir et traverser un peu tout et se soutenir les uns les autres, c'est ce qu'on voit beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui réfléchit à devenir permanent lieu de vie? Ouais, j'arrête de foncer un peu quand même. Je trouve que c'est une très belle expérience avec le soutien qu'on a de la part de notre chef de service et d'un psychologue, du fait qu'on soit 4. On peut avoir aussi beaucoup de temps en individuel, on peut beaucoup se détacher pour, dès qu'on sent qu'il y a un jeu ne va pas très bien, qu'il y a un comportement qui nous alerte, d'avoir ce temps de discussion où hier il y a un jeune qui était à un rendez-vous avec Emifaz, qui est une équipe mobile de psychologues de l'ASE. Donc il a rencontré Emifaz avec sa maman et son frère en visio. Et il est rentré, il était très très perturbé. Il a dit beaucoup de gros mots. Il a un comportement très très déplacé, mais qui traduisait beaucoup de désespoir et de colère suite à ce rendez-vous. Donc il est sorti, il y a une de mes collègues qui l'a suivi. Au bout d'10 minutes, je suis venu la remplacer pour qu'elle puisse manger avec les filles. On a discuté tous les deux calmement. Et c'est calmé, on est rentré, mais on a pu avoir la possibilité de se détacher sans mettre en difficulté la dynamique de groupe, les autres enfants, sans les mettre en danger, parce que du coup on se retrouve tout seul avec un jeune et les autres sont, alors que tous les autres jeunes sont tout seuls. Donc voilà, le nombre de professionnels aussi nous permet d'avoir tous ces moments un peu individuels et privilégiés avec des jeunes, et de pouvoir aussi avoir beaucoup de débats au sein du service sur des situations, avoir un groupe d'analyse de la pratique chaque mois avec une psychologue extérieure aussi. Je trouve que les conditions de travail que Droits d'enfance, enfin, que notre chef de service a mis en place, sont vraiment très très chouettes. Est-ce que je ne l'ai pas forcément toujours vu dans des structures du social et en protection de l'enfance aussi, dans mes expériences précédentes. Donc là, il y a une deuxième MAF qui va s'ouvrir prochainement, avec la même chef de service, potentiellement le même psychologue et des conditions de travail très similaires. Donc s'il y a les possibilités de rejoindre, moi je dis foncez. Eh bien, merci beaucoup Dorian pour cet épisode. Vous pouvez vous abonner à Vocation sur toutes les plateformes de streaming pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode. Et jusque-là, je vous dis à bientôt.